Que ton alimentation soit ta première médecine, disait Hippocrate, dimanche 16 octobre 2022, journée mondiale de l'alimentation. Que votre alimentation soit effectivement votre première médecine. Mais de quelle alimentation fait-on allusion? Dans un monde en crise, les terriens en général et les démunis en particulier continuent-ils toujours pas faire attention à ce qu'ils mangent? Comme Pierre de Coubertin pour les sportifs, pour qui l'essentiel est de participer en évoquant les Jeux Olympiques, l'essentiel pour une majorité d'hommes et de femmes sur Terre n'est-il pas seulement de faire le geste qui sauve? En cette journée de l'alimentation, n'importe-t-il pas d'insister dans le même temps sur une journée du gaspillage alimentaire, de sécurité et de solidarité nationale? Cette semaine, une forme de solidarité nationale s'est poursuivie dans le pays à travers l'opération Zéro Cataracte. De nombreux Togolais de Lomé ont massivement répondu à l'appel des autorités. On savait que de nombreuses maladies circulent déjà dans le pays. Celles des yeux n'ont jamais été aussi massivement portées sur les places publiques de la capitale. Parmi les patients, les daltoniens ou ceux souffrant d'une confusion des couleurs, généralement une confusion entre le vert et le rouge, confondent-ils aussi la couleur rose, puisque ce mois, cette couleur est mise en avant dans la lutte contre le cancer des seins. Depuis 2 semaines, Octobre Rose déroule son agenda à travers sensibilisation et collecte de fonds. Les traitements peuvent être très efficaces avec un diagnostic précoce, précise l'OMS qui appelle les femmes à se faire dépister. Le Togo est dans la même dynamique. Le pays accentue en outre sa volonté de développer le secteur du numérique. Invité à la Banque mondiale, Fonia Singbe a pu présenter la vision, les actions et les ambitions du Togo. En vérité, le pays cumule de nombreuses ambitions, dont celle de lutter aussi contre la corruption. Le Togo vient de se doter d'un plan quinquennal de lutte contre ce fléau, un phénomène maintes fois dénoncé par les partis de l'opposition, notamment les partisans de l'Alliance nationale pour le changement. Cette semaine, l'ANC a célébré ses 12 ans. 12 ans que Jean-Pierre Fabre et ses soutiens ont lancé leur parti après une brouille à l'Union des forces de changement. À quoi se résume aujourd'hui le projet de changement? Cette question se retrouve dans la série proposée cette semaine par le Parti des travailleurs à 3 mois de la commémoration des 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Claude Ameganvi appelle à la réflexion. Avant cet appel, les Togolais ont découvert une nouvelle coalition de la société civile, l'IDAO, où Espoir est porteur de 10 préoccupations, parmi lesquelles des questions sociales mais aussi politiques. Pendant ce temps, les journalistes du Togo parcourent dans les détails leur convention collective. Pour nous accompagner ce dimanche, Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC. Avec lui, nous ferons le bilan des 12 ans du parti, le D12 avec les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Romaric Freitas. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Atioubé, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Radio Pyramide. Je suis pressé de vous demander comment vous allez. Oh, mais je vais très bien. C'est l'essentiel. Il fait beau, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que dehors, il y a du soleil. Soleil, on a connu la pluie pendant quelques jours. Maintenant, on voit quelques points de soleil. Ce n'est pas plus mal non plus. Vous êtes chargé à la communication à l'Alliance nationale de changement. Vous êtes porte-parole de ce parti. Vous côtoyez beaucoup la presse. Vendredi, la presse nationale a eu enfin sa convention collective. Je dis enfin parce que c'est un sujet qui date des années 2000, le début des années 2000. Une réaction à cette évolution? Oh, on ne peut que s'en féliciter. Quand une profession s'organise et se dote de moyens juridiques pour sa protection, moi je ne peux que m'en féliciter. Je sais comment évolue la presse togolaise depuis des années. Je sais les difficultés que les travailleurs dans ce secteur rencontrent tous les jours au niveau des embauches, au niveau des salaires. Certains patrons de presse qui ont des difficultés à survivre. Si cette corporation professionnelle peut avoir la chance de s'organiser et de se doter de moyens pour avoir vraiment une... comment dirais-je, une convention collective, on ne peut qu'applaudir. Maintenant, il y a eu le 14 la signature de cette convention collective. Attendons de voir son application. De toute manière, c'est quelque chose qui va évoluer. D'après ce que je crois savoir, son application serait dans environ 2 ans. Et je sais que les syndicats, vos syndicats, les syndicats du patronat, sont à pied d'œuvre pour mener à bien cette entreprise
qui est une bonne chose. Vous avez utilisé un verbe entre-temps, vous parlez de suivre. Quand vous évoquez la presse, sans doute que vous connaissez très bien cette presse. Est-ce que vous avez des confidences faites notamment par des journalistes sur le vécu quotidien? Bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des amis dans votre profession. J'ai des personnes que je rencontre pour des raisons professionnelles, puisque en tant que responsable politique et responsable de la communication, je travaille en étroite collaboration avec les journalistes, mais parmi eux, j'ai des amis que je reçois, avec qui je discute, et qui me font des confidences. C'est tout à fait normal. Vous avez dit aussi qu'une chose est de signer, une autre chose est de pouvoir l'appliquer. On sait qu'il y a un moratoire d'un an renouvelable une fois est accordé dans l'application des nouvelles dispositions. Mais comment faire pour que ça puisse aller très très vite? C'est une question de volonté de part et d'autre, et notamment une volonté de la part des organisations, des patrons de presse. Hein, donc si il y a la volonté des deux côtés et que le gouvernement veuille également avancer, ce sont des choses qui peuvent se faire rapidement. J'ai pour habitude de dire que tout dépend de la volonté politique. Quand on entreprend quelque chose, c'est au niveau des syndicats, au niveau d'une corporation professionnelle, au niveau même de la politique. La mise en œuvre des décisions, c'est toujours une volonté de part et d'autre de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Parce que s'il y avait eu la volonté effective de mettre en œuvre des accords qui avaient été signés, on ne serait pas là aujourd'hui dans la situation politique dans laquelle nous sommes. Parce que depuis 2006, on aurait déjà, avec l'accord politique global, on aurait déjà fait un grand pas. Malheureusement, il n'y a jamais eu de volonté politique pour avancer dans ce pays. Quand vous faites allusion à la volonté politique, moi je pensais que vous parlez spécifiquement des organisations de la presse et du patronat. Ils ont signé avec l'appui, avec le gouvernement. Le gouvernement a soutenu. C'est-à-dire que s'il y a une volonté de part et d'autre, d'ailleurs, quand il s'agit même de volonté entre les patrons de presse, c'est une volonté politique. La politique ne se résume pas à la politique telle que nous la vivons. Il y a une politique au sein de votre corporation, au sein de votre profession. Les dirigeants de vos syndicats mènent une politique dans l'intérêt de votre corporation. C'est tout à fait normal. Je pensais que vous parliez de ça, puisque vous faites allusion par la suite à l'APG, à l'accord politique global, et vous évoquez la volonté politique. Je me dis que vous êtes en train là Non, c'est une comparaison que je fais. C'est que souvent, quand on n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Revenons aux journalistes. Il y a ce qui m'a été dit cette semaine par un confrère journaliste. Il dit, nous passons tout notre temps à dire que tel corps de métier a des difficultés, a des soucis. Nous allons à des conférences de presse pour défendre ou porter la voix des démunis. Mais curieusement, il y a presque personne pour nous défendre, nous journalistes. Quand il avait dit ça, je me suis dit, waouh, il n'a pas totalement tort. Je ne sais pas, mais je me souviens que moi, j'ai marché, j'ai manifesté, j'ai écrit dans ce pays en soutien à des journalistes. Rappelez-vous, quand il y avait Radio Légende qui était fermée, j'étais dans les rues. Quand il y avait la télévision, rappelez-moi le nom. LCF. LCF, quand il était fermé, j'ai manifesté dans ce pays. La radio qui était à Codiviacopé, je ne me rappelle plus du nom. Radio X-Solaire. X-Solaire était fermée, j'ai manifesté également. Donc, dire que personne ne soutient les journalistes, c'est un peu aller trop vite en besoin. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est au-delà de ces événements qui sont des événements exceptionnels. Le quotidien des journalistes, ce quotidien-là. Il y a des journalistes qui ont eu les directeurs de publication qui ont eu leurs journaux interdits, et j'ai réagi, j'ai soutenu, donc au nom de mon parti. Donc le problème n'est pas là. Mais je suis sensible également aux difficultés que les journalistes rencontrent dans l'exercice de leur profession. Ne serait-ce que financièrement, parce que je sais que pour certains c'est très difficile.
Fermons momentanément la presse, la page des journalistes pour revenir ou ouvrir celle qui concerne votre parti politique, la ANC, puisque vous êtes invité parce que cette semaine, votre parti a eu 12 ans. 12 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi dans la vie d'une structure. Comment s'est déroulé cet anniversaire? C'était lundi. Oh, ça a été fait de manière très simple. Nous avons d'abord, le vendredi 7 octobre, assisté à la prière musulmane à Togblekopé. Puis, le 9 octobre, nous étions avec les protestants, au culte protestant, à Gonivé. Et puis, le 10, le lundi, nous étions à la cathédrale de Lomé pour prier pour notre parti, prier pour le Togo, prier pour ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte, prier pour les pères de la nation togolaise. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons démarré la commémoration des 12 ans de notre parti. Nous n'avons pas voulu faire comme le passé, de grandes fêtes à la plage, tout simplement parce que la morosité ambiante qui règne dans notre pays, les difficultés à vivre, tout à l'heure vous parlez de bien s'alimenter en qualité, mais en quantité aussi. Au Togo aujourd'hui, pour pouvoir s'alimenter en qualité, il faut déjà avoir le minimum vital. Et je sais que pour nombreux de nos compatriotes, un repas par jour est parfois très difficile. Donc, nous sommes sensibles à cela. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu faire une grande fête. Cependant, ce week-end, aujourd'hui le 16, il y a un pique-nique au siège de notre parti, organisé par la DNC, les dames de l'ANC, parce que ce sont des militantes qui ont connu les années 60, le temps de l'indépendance. Je ne sais pas si vous étiez encore vous deviez être peut-être un peu jeune à l'époque. Au lendemain du 27 avril, il y avait des pique-niques. Quel 27 avril? Non, mais dans les années 60. Oui, mais moi, je n'étais pas né. Ah bon, vous voyez, je vous croyais plus vieux que ça. Et il y avait régulièrement, au lendemain du 27 avril, il y avait pique-nique dans la cocoterie Pas de Souza. Et c'était un moment de retrouvailles des Togolais, un moment de partage des Togolais, ce qui a disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, le Togolais est devenu un loup pour un autre. Pour son voisin, on craint le voisin, on craint le citoyen togolais, on n'a pas confiance et chacun s'enferme. Et ça, c'est tout simplement parce que on nous a divisés, on nous a menti, on a détruit cette volonté de solidarité, cette volonté de partage que le Togolais avait avant. C'est malheureux. Donc, nos dames ont voulu perpétuer cela. Elles organisent cet après-midi donc un pique-nique au siège du parti. Et je sais que bon, c'est ouvert à tout le monde. Et puis le clou de cette commémoration, c'est le 30 octobre à Gonivé, où il y aura une grande rencontre de l'ANC, du Bureau national et de son président, avec les fédérations, avec les sympathisants et militants de l'ANC, en présence du président qui va délivrer un message très important. Vous avez dit tantôt que lundi, vous avez prié, et notamment pour le Togo. Spécifiquement pour le Togo, qu'est-ce que vous avez demandé? Vous savez, le Togo va mal. Le Togo va mal. Tout à l'heure, nous avons parlé des difficultés à survivre, des difficultés à s'alimenter 2 fois par jour. Ces difficultés-là, quand on voit, quand on entend des gens, des compatriotes se plaindre, et ça fait mal au cœur. On souhaite vivement que demain,
qu'il y ait une égalité des chances au Togo, que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école avec les mêmes chances de réussite, qu'au sortir de l'école, que tous les Togolais aient les mêmes chances d'avoir accès à un emploi décent qui permette de nourrir sa famille, de s'abriter et de se développer culturellement et intellectuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est réservé à une minorité. Certains ont la chance, dès que le bac est terminé, les enfants partent à l'étranger dans les grandes universités, dans les grandes écoles de formation, boursiers, ou alors les parents sont assez riches pour le faire, mais pour la grande majorité des Togolais, il n'y a pas cette chance-là. Ils vont rester ici, ils vont aller à l'université, et ici au Togo, et pour la plupart, quand ils vont finir, il n'y a pas d'emploi. C'est ça le drame. Et nous prions que demain soit meilleur pour cette jeunesse, cette nouvelle génération de Togolais. De plus en plus de Togolais prient, que ce soit des particuliers ou des organisations organisées comme la vôtre, même au niveau du pouvoir, pour les grandes célébrations, on se retourne vers les prêtres ou les pasteurs. Est-ce que c'est finalement la prière qui finira par sauver ce pays? Non, je ne le pense pas. Mais la prière est symptomatique de la souffrance. Hein, je ne sais pas, moi je suis un amoureux du jazz et du blues. Et quand on écoute le blues, le fondement même du blues, ça traduisait la souffrance. C'était une forme de prière de nos grands-parents, de nos ancêtres, esclaves aux États-Unis. C'est ça le fondement. L'homme est ainsi fait. Quand l'homme souffre, quand l'homme a de l'incertitude pour le lendemain, il se réfugie dans la prière. Il se réfugie dans l'au-delà. Il se dit, bon, sur terre, je n'ai pas la joie de vivre, je souffre, je ne suis pas bien. Je prie pour notre Créateur, je prie pour le Maître de l'univers, pour que demain, si je dois partir, pour que demain, là où je serai, ça soit mieux que le temps que j'ai passé dans ce monde. C'est d'une tristesse absolue. Et quand vous allez dans les églises, quand vous allez, vous avez parlé des mosquées, des pasteurs, ainsi de suite, mais vous allez voir, observez un peu les gens qui prient, qui sont vraiment à cœur dans la prière, pas ceux qui vont à la messe pour montrer qu'ils sont croyants, parce que c'est à la sortie du dimanche, à belle voiture, costume joli. Non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui vont vraiment prier et se confier à Dieu. Non, je pose la question parce que on a l'impression que c'est un effet de mode, puisque au final, tout le monde va à l'église et que ça soit au niveau de ceux qui sont au pouvoir ou de ceux qui veulent arriver au pouvoir, vous évoquez la souffrance, eux tous prient. Donc, à un moment donné, on peut se poser la question si, par exemple, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, est-ce qu'ils ont les mêmes définitions de ce que vous appelez la souffrance? Il y en a qui prient pour remercier Dieu de les avoir gratifiés de ce qu'ils ont. Eh oui, quand vous êtes immensément riche, vous ne savez même, vous ne pensez pas un jour arriver à ce niveau-là et que ça vous tombe dessus et que maintenant vous n'avez plus besoin de payer votre électricité et d'acheter le pain quotidien, ainsi de suite, mais vous remerciez la chance. Et cette chance-là, vous pouvez l'appeler Dieu. Mais à côté, celui qui a du mal à manger, qui a du mal même à ramasser vos miettes, il est à côté, il prie pour que ça lui arrive aussi un jour. 12 ans, c'est passé très très vite. Ben oui, 12 ans, c'est une adolescence. Un enfant de 12 ans, c'est l'adolescence. Mais un enfant de 12 ans, c'est beaucoup de choses apprises en peu de temps. Vous savez qu'un enfant, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, avale une capacité d'information extraordinaire. Un enfant de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, évolue du jour au jour au lendemain, découvre des vocabulaires, emmagasine des choses extraordinaires. Et ceci continue jusqu'à l'adolescence. Ça va continuer avec la vie.
Mais quand on arrive à 10, 12 ans, on a, on est en CM2, on se prépare pour rentrer en 6e ou alors on est en 6e. C'est une évolution extraordinaire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la somme d'informations que cet enfant a acquise en 12 années. C'est ça l'expérience extraordinaire de l'ANC. Mais il ne faut pas oublier que l'ANC n'est pas arrivée sur la scène politique comme ça du jour au lendemain. L'ANC est née avec les dents dans la bouche, hein, avec de longues années d'expérience. Il y a les initiateurs de l'ANC, les pères fondateurs de l'ANC, avaient déjà passé 20 ans, 30 ans dans la lutte politique pour l'alternance politique. Donc, c'est une très très bonne expérience et l'ANC se félicite d'avoir obtenu en 12 années l'écoute des populations togolaises, l'estime des populations togolaises et d'avoir été soutenu par les populations togolaises. Donc, pour moi, c'est une gageure et on ne peut que remercier les populations togolaises, on ne peut que remercier les militants, les militantes et militants, les sympathisants d'avoir permis à l'ANC de continuer à se battre jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Mais je retiens de votre développement que vous êtes des enfants qui sont nés avec des dents à la bouche. En réalité, dans nos traditions, quand un enfant est né de cette façon-là, c'est un monstre. Je ne sais pas si on peut l'appliquer à des gens qui sont au niveau de la lycée. Est-ce que vous êtes des monstres? Il y a des monstres sympathiques. Nous sommes un monstre. Et si on n'était pas des monstres, on ne serait pas le parti à abattre par non seulement le régime en place, mais également nos amis de l'opposition. Là, par exemple, je ne sais pas si ce que vous décrivez là, je ne sais pas si cette situation, elle continue pas à être celle-là, puisque vous l'évoquez très souvent quand on vous invite, que vous êtes le parti à abattre, notamment par vos collègues de l'opposition. Je ne sais pas si la situation, elle a évolué entre-temps ou pas. Elle a évolué, mais pas dans le bon sens. Mais si elle n'a pas évolué dans le bon sens, là, ça veut dire qu'on court vers la catastrophe alors. Ceux qui sont à la source de cela et qui maintiennent encore le feu, ce sont eux qui cherchent la catastrophe. Mais nous, on est sereins. La preuve, c'est qu'on ne cherche même pas à leur répondre ni à leur nuire. En tout cas, c'est clair que le débat politique, pour ce que nous savons, c'est un débat d'idées et que, comme vous le dites, je ne sais pas si forcément vous êtes le parti à abattre, notamment pas le parti au pouvoir. Si vous êtes éventuellement le parti à abattre, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par exemple, est-ce que vous avez des preuves que venant du pouvoir... Les exemples sont nombreux. Rappelez-vous 2010. Non, mais moi je parle de récemment, là. Bon, écoutez, 2013, c'est encore vieux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Les marchés de Lomé qui ont été incendiés. Les marchés de Lomé n'ont rien à voir avec l'ANC, là. Mais l'ANC était accusée d'être à la source de l'incendie des marchés. Monsieur Jean-Pierre Fabre est toujours accusé jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais en fait... Moi-même, j'ai été inculpé. Mais vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Non, mais attendez. Il y a nombreuses personnes qui ont fait la prison à cause de ça. Alphonse Gogo a fait la prison. Monsieur Manti Kwame a fait la prison. Ouro Akbo Tchaniaou a fait la prison. Le chauffeur de Jean-Pierre Fabre a fait la prison. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont fait la prison. Monsieur Yakanou est mort en prison. Ça, c'est clair ce que vous décrivez là. Mais, mais vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres responsables politiques qui ont été... Non. Écoutez, moi, j'ai été accusé comme étant l'organisateur, l'instigateur de cela. Je ne l'invente pas. Vous êtes accusé comme étant l'instigateur de... Bien sûr. Et qu'à 2 h du matin, j'étais au cimetière de Kamaludo pour faire du gris, faire disparaître ce qui allait
En tout cas, considérons que ça fait partie du passé. Mais Mais là, ça par ne exemple, fait pas partie du passé. nous sommes en 2022. Ben, écoutez, Nous sommes en 2022. écoutez, en 2018, moi, j'ai été pourchassé dans les rues de Lomé jusqu'à Festival des Glaces. On a tiré sur ma voiture à plusieurs reprises, des grenades lacrymogènes. Les vitres sont parties en éclats. Il y a eu 3 blessés graves dans la voiture. Mais En 2018, Jean-Pierre Fabre et moi, on était dans sa voiture. Ils ont cassé les vitres de la voiture et ils nous ont mis en joue. Mais et vous appelez ça comment? non, mais en fait, ce que vous dites, nombre même de si fois- ce que vous dites, si ça fait partie de le l'histoire. nombre de fois où on a voulu nous tirer dessus, on a cassé la maison de Jean-Pierre Fabre combien de fois? Ce que vous dites est vrai, mais sauf que vous n'êtes pas les seuls à subir ce que vous décrivez là. Il y a d'autres acteurs qui ont subi les mêmes choses. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais même pas du tout. Et je peux vous dire que malgré cela, ni Jean-Pierre Fabre, ni Éric Dupuis n'ont quitté le pays. Non, mais ok, nous n'allons pas, comme pour certains le disent, remuer la plaie dans le couteau dans la plaie, puisque Ah, le Togo se porte relativement, pour certains, mieux depuis un temps et tout est calme. Certains pensent que. c'est vous qui le dites. Moi, je ne le pense pas. Moi, je ne le pense Mais pas. il y a quel Parce que souci? les brimades sont... Ben, regardez, prenons un exemple tout à fait simple. Le régime fait des manifestations. Les femmes du régime en soutien à Fonia Sibé circulent dans les rues avec pancartes, dansent dans les rues, personne ne leur dit rien. Mais on interdit aux autres partis de l'opposition d'organiser des meetings. Tous les week-ends sur TVT, vous voyez les ministres sillonner ce pays, faire de la pré-campagne pour les prochaines élections. Pendant ce temps-là, on interdit aux populations, à l'opposition, d'aller vers ces Mais pour certains, le pays se sympathisants porte mieux puisque depuis un temps, on ne tire plus sur des gens parce que, comme vous le décrivez là, poursuivi dans les rues, notamment au niveau du Festival des Glaces, ça ne se passe plus depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce que vous avez là, un bout de temps? Je vous parle de 2018-2019. Nous sommes en 2022 là, Donc, on tend vers 2023. Donc ça fait 2 ans, 3 ans. Ah ben dis donc. Attendons de voir si demain on décide de descendre dans la rue pour manifester, vous allez voir si on ne va pas. Ah, au fait, monsieur Atchoubé, est-ce que vous êtes passé devant le marché sur la voie qui longe la mer, entre le marché et la mer, depuis quelques jours? Quel marché? Le grand marché de Le la grand mer. marché de l'Homme. Abattoir. Vous allez là-bas, vous allez voir, et c'est rempli de policiers. Il y a des barrières partout, ils sont en armes. On se croirait dans un camp retranché. Nous avons appris que le marché qui est animé là-bas au niveau de l'abattoir, ce marché est en train d'être déplacé vers Kilkam. C'est ce qu'on a appris, et ça aussi, c'est la preuve du respect du travail que font nos sœurs et nos mères pour pouvoir nourrir leur famille. Quand on organise un déplacement comme ça, quand on organise un déplacement d'un commerce, c'est un travail de longue haleine. D'abord, on en discute avec les commerçants, on prépare le terrain, et c'est petit à petit qu'on le fait. On n'impose pas aux gens qui travaillent là-bas pendant des années, on ne vient pas de manière unilatérale leur demander de partir. Est-ce que vous avez mesuré le coût, les incidences financières et le coût financier ou commercial que cela induit dans leur activité? Non, vous le décidez comme ça. À Beklikame, est-ce que là-bas, c'est propice au développement de leur commerce? Et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire de là-bas? Vous voyez, ils sont en train de faire des travaux pour construire, je ne sais pas quoi, de grands immeubles, certainement des immeubles de commerce. Et pour qui? Au nom de qui? Qui en sont les propriétaires? Vous n'en savez rien. Pendant ce temps-là, les pauvres dames qui se démènent pour pouvoir vendre le peu qu'elles peuvent pour nourrir leur famille, on les déloge. On sait quand même qu'il y a une crispation autour de cet endroit-là et depuis Moi, je quelques trouve cela totalement inadmissible. Et je soutiens les femmes du marché qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas qu'on les traite comme des moins que rien dans leur propre pays. Si c'était des étrangers commerçants, vous allez voir au Togo, la plupart des commerçants qui fleurissent, ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Togolais. Et ceci, pour une raison bien connue. Mais c'est quoi la raison? Pardon? C'est quoi la raison? C'est tout simplement parce que certaines personnes ont des intérêts dans ces sociétés. Les Togolais? Bien sûr. Oui, mais en fait, les Togolais, s'ils ont des actions dans ces sociétés,
qui ont des intérêts, dans cette société. Oui. Donc Mais pas vous et moi. Mais c'est quel type de Togolais? Ah, vous demandez à M. Fogna Sibé, il vous dira une minorité. Mais sur la situation spécifique du marché de l'abattoir, ce marché se situe sur le territoire de la commune Golfe 4. Jean-Pierre Fabre, qui est le président de votre parti, il est le maire de cette commune-là. Est-ce qu'il en parle avec vous de la situation de ces femmes? Ben, il en parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les femmes sont allées le voir, ils en ont discuté, les femmes sont allées le voir. Mais vous savez très bien que les marchés de Lomé, surtout de Golfe 4, ne sont pas gérés par la mairie, mais par l'EPAM. Et que l'EPAM, le président du conseil d'administration de l'EPAM, c'est le ministre de l'administration territoriale. Donc il faut que les choses soient claires. Donc là, Jean-Pierre Fabre, il ne peut pas faire grand-chose pour ces femmes. Il ne peut pas faire grand-chose. Et pourtant, il dénonce cela. On dit que l'EPAM, il est en train de dénoncer il a écrit plusieurs fois, il a saisi le ministre pour ce qui concerne l'EPAM. Rien ne va. Vous savez, dans tout le Togo, toutes les communes ont dans leur prérogative la gestion des marchés, sauf les communes de Lomé. Tout simplement parce que on a décidé de confier ça à l'EPAM, même pour les travaux urbains, on a décidé de confier ça à des organisations qui ont été mises en place avant la création des mairies, organisations dans lesquelles certains ont des intérêts. Revenons à l'ANC qui souffre ses 12 ans, et on sait que l'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement. Et vous aviez dit tantôt qu'un certain nombre de cadres de ce parti sont nés avec des dents dans la bouche. Cela suppose, pour ceux qui connaissent l'histoire, certains étaient sous la bannière de l'Union des forces de changement, l'ANC. Et quand on prend l'ANC, non de l'UFC, quand on prend l'UFC ou quand on prend l'ANC, on note ce mot-là, le changement. Je ne sais pas si le changement tel que vous le définissiez il y a quelques années quand vous étiez à l'UFC, la définition est restée la même ou pas? Pour nous, le changement est simple. C'est l'alternance politique. Nous disons, je crois que j'ai eu à le répéter à plusieurs reprises, nous disons tout simplement que dans un pays normalement constitué, il faudrait que chaque citoyen ait le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays. Que vous, M. Atiobé, vous décidiez demain de faire de la politique pour devenir maire, député, président de région ou chef de l'État, vous en avez parfaitement le droit. Et que l'alternance, c'est que si M. X a fait 5 ans, 10 ans, qu'il se retire, que d'autres personnes viennent. Et il est totalement inadmissible qu'une seule personne, une seule famille, de père en fils, détienne tout dans ce pays pendant 60 années. Tout à l'heure, vous me disiez que dans les années 60, vous n'étiez pas né. Donc j'en déduis que vous n'avez connu qu'une seule famille présidentielle au Togo. C'est dramatique. C'est dramatique. Moi, ça me fait froid dans le dos. Ce que nous souhaitons, c'est que le Togo, nous avons des hommes et des femmes valables au Togo. Des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des capacités, des gens qui ont de l'amour pour ce pays, des gens qui ont de l'amour pour leurs concitoyens. Que chacun puisse espérer diriger ce pays. Donc cela suppose tout simplement que depuis 2010, les définitions que vous accordez à ce changement que vous avez mis à la fin du parti, là, et le sigle, le C qui signifie le changement, que cette définition est restée la même. C'est resté immuable parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un pays plus juste, un pays plus égal, un pays plus responsable. Est-ce que vous pensez pays qui appartienne à tous ses enfants, pas seulement à une minorité. Est-ce que vous pensez que cette situation que vous dénoncez là, elle est prête à être changée, à évoluer, que éventuellement cette alternance qui est votre cheval de bataille, et le Togo est prêt
à l'obtenir ou à le réaliser? Monsieur Atioubé, il y a eu de l'alternance politique au Ghana, plusieurs fois. Il y a eu des alternances politiques au Bénin, plusieurs fois. Il y a eu des alternances politiques au Nigeria, plusieurs fois. Il y a eu de l'alternance politique au Burkina Faso. Bon, on peut dire qu'au Burkina Faso, il y a eu beaucoup de coups d'État, il y a eu beaucoup de militaires qui ont pris le pouvoir, ainsi de suite. Mais il y a eu des alternances politiques. Au Mali, au Niger, au Sénégal. Pourquoi chez nous, il n'y a pas eu d'alternance politique depuis 60 années? Et qu'on reste toujours là, dirigé par une seule famille, soutenue par l'armée. Moi je dis non. La démocratie c'est quoi? C'est qu'il y ait une égalité des chances pour chacun des fils de ce pays. Il faut que nous soyons égaux devant la loi, devant la justice, et que la justice ne soit pas utilisée pour régler des comptes, ne soit pas instrumentalisée, et que les décisions qui sont prises dans l'intérêt de ce pays soient réellement des décisions dans l'intérêt des populations. Hier, je discutais avec un chauffeur de taxi et il y avait un Zémidjan qui passe. Et je dis, ah, regardez ce qu'il a fait. Il a failli nous mettre en danger. Et il m'a dit, ah, il a rigolé, il a dit, dans ce pays, les lois ne sont pas faites pour être respectées. Alors je dis, ah bon? Il me dit, les lois ne se respectent même pas elles-mêmes. Alors comment voulez-vous que les Togolais les respectent? J'ai réfléchi, je dis, les lois togolaises ne se respectent pas elles-mêmes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que ceux qui dirigent ce pays, ceux qui font les lois, sont les premiers à violer les lois du pays. C'est ce qu'il vous l'a dit? C'est ce que moi j'ai compris. Oui, mais en fait, quand vous posez le sujet de cette façon-là, et vous avez cité tantôt... Non, ce n'est pas moi, c'est un chauffeur de taxi. Vous vous reconnaissez dans ce qu'il a dit, sans doute. Non, ça m'a surpris. Et j'ai réfléchi. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il a voulu me faire comprendre que ceux qui font les lois sont les premiers à violer ces lois-là. Et je le pense. Bien, merci. Nous parlions de votre parti, de ce que vous faites depuis quelque temps. Et moi, je voudrais savoir, et sans doute un certain nombre de Togolais également, le bilan que vous faites aujourd'hui sur le plan politique, parce que 12 ans, c'est beaucoup. Et quand on célèbre un anniversaire, c'est aussi le moment de faire le bilan. Et même si nous n'avons pas le temps pour faire un très grand bilan ici, et ce n'est pas notre prétention, qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ça fait 12 ans sur le plan politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 12 ans, la mobilisation de l'ANC, vous savez, pendant 12 ans, Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, a sillonné ce pays des centaines de fois. En une année, il faisait à peu près 200-300 meetings à l'intérieur du pays. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'un chef de parti ait ce souci d'aller à la rencontre des populations de son pays. Heureusement que notre pays n'est pas si vaste et que c'est facile de le parcourir rapidement, mais cela impose beaucoup de sacrifices. Il a fait pendant 12 années. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter à l'actif de l'ANC. 300 meetings chaque année? En moyenne, oui. Oui, ces dernières années, quand même, il n'y a pas eu de meeting. Bon, ces dernières années, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Mais donc, on ne peut pas le comptabiliser sur ce bilan-là. Même s'il a fait pendant 5 ans, il faut quand même le noter. Il faut quand même le noter. Et ça, le lui ôter ne serait pas honnête. Ces 2 dernières années, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Moi, je ne veux pas qu'on en parle. Puisqu'on en a suffisamment parlé. Donc, le succès de l'ANC sur le plan politique, l'adhésion des populations togolaises à la politique et à la mobilisation de l'ANC, je pense que c'est une réussite. Malheureusement, cela a fait des jaloux, des envieux, qui se sont jurés de nuire à l'ANC et à son président et de réduire
ce parti au silence. Voilà. Vous allez me dire, si on fait un bilan, on parle du côté positif et du côté négatif. C'est ça un bilan. Le côté négatif, c'est un regret. Notre regret, c'est d'avoir pris part à la C14. Regrettez Oui. d'avoir pris part à la C14. À la C14. À cette époque, que feriez-vous? Si on n'avait pas fait, vous auriez été les premiers à nous critiquer. La C14 a été créée par nous-mêmes. Vous vous souvenez qu'avant la C14, il y avait Cap 2015. Cap 2015, c'est Cap 2015 qui s'est rapproché du groupe des 7 pour former l'embryon de la C14. C'est après que nous avons fait adhérer le CAR et le PNP. Mais l'idée, c'était une jonction entre Cap 2015 et le groupe des 7. C'était ça, le travail qui a été enclenché. Mais chemin faisant, nous avons rencontré des difficultés parce que nous n'avions pas toujours la même ligne politique. Nous n'avions pas le sentiment d'avoir les mêmes objectifs. Raison pour laquelle nous avons choisi de quitter ce regroupement. Vous savez, Cap 2015, pas Cap 2015, C14 a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Les mouvements de 2017-2018, on a sorti plus d'1 million de citoyens dans les rues. Ce n'est pas évident. Et je peux vous assurer qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour que les gens sortent. Cela demande un travail en profondeur des partis politiques qui en avaient les moyens pour mobiliser les militants, les sympathisants dans les rues. Oui. Mais qu'au lendemain, pendant les discussions, certains des nôtres aient accepté, avec l'insistance de certains chefs d'État de la CEDEAO, de suspendre les manifestations, j'ai trouvé ça un peu difficile. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on entame une discussion, arrêter les moyens de pression, les seuls moyens de pression qu'on aurait. Or, avec le président guinéen, l'un des nôtres a choisi de tout faire pour arrêter les manifestations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lors de la dernière réunion que nous avons eue à la plage, dans un hôtel à la plage, au sein de la C14, on avait discuté toute une journée. Et lors des discussions, il a été proposé que la C14 s'organise, se mette ensemble pour affronter les prochaines élections, et notamment pour le choix d'un candidat unique. Et en précisant qu'en tout état de cause, ce candidat unique ne devrait pas venir des 14 partis présents, mais une personne extérieure. Nous sommes dit, mais nous nous battons, nous sommes 14 à nous battre ensemble, au moins cherchons d'abord si au sein de nous, nous avons des capacités pour cela. Mais si vous pensez qu'il n'y en a pas, et que le miracle viendrait de l'extérieur, dans ce cas-là, nous ne sommes pas des vôtres. Raison pour laquelle nous avons quitté la C14. Et nous avons écrit dans ce sens-là à la C14. Et nous ne nous sommes pas trompés parce que ce qui s'est passé par la suite nous a donné raison. Vous m'avez demandé de faire le bilan rapide et sommaire. Oui, je vous ai écouté, vous avez longuement parlé de... Je vous ai donné le côté positif et le côté négatif. Vous avez longuement parlé notamment de la C14, vous avez dit quelque chose qui retient mon attention. Vous avez dit que vous regrettiez
où vous regrettez votre adhésion ou votre participation à la Oui, C14. bien sûr. Mais quand vous parlez de mobilisation, la façon dont vous l'évoquez là, c'est un peu comme si ça n'a jamais été fait et que quand c'est fait comme ça là, et comme ça a été fait avec la C14, le million de personnes de Togolais dans la rue, quand vous dites par la suite que vous regrettez, cela étonne. Mais parce qu'on a gaspillé cette mobilisation. Mais à cette époque-là, que feriez-vous sans la C14? Vous, par exemple, vous vous retrouveriez où si vous n'êtes pas membre de la C14? Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? J'ai bien compris. Je vous ai dit comment la C14 a été créée. Si nous n'avions pas été là, la C14 n'aurait pas existé. Vous, l'ANC? L'ANC avec CAP 2015, c'est CAP 2015 avec le rapprochement du groupe des 7 qui a créé la C14. On a raconté des histoires dans ce pays en disant que c'est la PMP qui a créé. C'est totalement faux. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, qui célèbre ses 12 ans. Nous sommes en train de faire un bilan à mi-parcours, puisqu'on sait très bien que votre parti politique ne disparaîtra pas à la suite de la célébration des 12 ans et que vous avez encore sans doute de belles années devant vous. Nous allons rappeler nos numéros aux auditeurs 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Est-ce que nous avons des auditeurs déjà sur les numéros pour poser des questions à Éric Dupuis ou éventuellement à apporter des contributions à notre invité? Pas encore d'auditeurs, donc nous allons continuer par parler de... Aujourd'hui, quelle est votre situation là? L'ANC est toujours à pied d'œuvre. Vous savez, nous, on travaille régulièrement. Vous avez le bureau national qui se réunit 2 fois par mois, le comité politique pratiquement toutes les semaines, le comité restreint, le conseil du président à la demande. Vous avez la section jeunesse qui est pratiquement... Vous gardez votre réponse, il y a un auditeur. Allô? Allô, monsieur Pierrot. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Koudjo depuis Québec. Bonjour, monsieur Koudjo. S'il vous plaît, j'aimerais vous saluer. Tout ce que vous parlez, c'est bon. C'est dommage. L'auditeur, on l'a perdu. J'espère que j'espère qu'il reviendra surtout. Oui, allez-y pour la suite. En attendant de... Donc, je dis, nos structures continuent à fonctionner. Et comme nous sommes un parti politique régulièrement formé, nous travaillons pour les prochaines élections. Cela ne veut pas dire que nécessairement nous irons à telle ou telle élection, mais nous sommes prêts pour les consultations électorales, à savoir les régionales, les législatives. Nous sommes déjà à pied d'œuvre, nous travaillons et régulièrement nos émissaires, les émissaires du secrétariat général sont sur le terrain pour rencontrer nos fédérations, nos sections et nos sous-sections. Donc l'ANC est une grosse usine qui continue à travailler au jour le jour. Vous n'êtes pas grippé? Oh non, 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 bien au contraire. Sur le plan politique, on a senti, et ça, beaucoup l'ont constaté, qu'il y a une sorte d'attentisme là, et avec la suspension ou la mise en parenthèse des activités des partis politiques. Il y a une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus, votre parti régrivait à nouveau pour dire son désaccord par rapport à la situation. Est-ce que depuis là, les lignes ont pu bouger? Non, pour l'instant, on n'a pas réécrit pour un meeting. On a écrit pour un meeting pour le 30 octobre, mais c'est dans un lieu clos. Donc, en principe, cela ne devrait pas poser de problème. C'est dans un lieu clos. C'est à la place des fêtes TDM à Agonivé. Donc, bon, c'est chez les religieux, chez les catholiques. Donc, je ne pense pas que ça leur pose des problèmes. Mais je dis qu'il est totalement difficile de comprendre que pendant que le régime est en pré-campagne, on interdise à l'opposition, toutes les positions extra-parlementaires notamment, de commencer à aller à la rencontre des populations. Parce que quel est le rôle fondamental d'un parti politique si c'est de ne pas s'adresser à ses militants? Vous allez faire un meeting dans un lieu clos, vous l'avez dit, chez les catholiques. Oui, Et... la Guadeloupe.
Oui, je suis dans une... vous avez dit que c'est dans une place de fête, là. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis surpris, quoi. Non, c'est tout simplement, on l'avait fait. Vous savez, quand on fait nos congrès, c'est chez les protestants à Yekonapoué. Ce n'est pas nouveau. À Yekonapoué, Mais c'est pas là-bas, par exemple, c'est dans une église. Là, par exemple... Ah non, c'est pas dans une église, c'est une salle. C'est une salle qui est accolée à l'église, chez les protestants à Yekonapoué. Et là-bas, c'est pareil. Ça permet d'avoir un espace qui peut accueillir peut-être 500, 1000 personnes, plus de 1000 personnes. Donc, c'est intéressant de pouvoir... Parce que notre objectif, aujourd'hui, c'est de nous adresser à nos populations, c'est de leur parler. Mais est-ce que c'est pas ce que vous faites déjà là, Ou à la radio? combien de personnes, excusez-moi, monsieur Atchoubé, combien de personnes écoutent votre radio là où nous sommes aujourd'hui? C'est dimanche. Il y en a qui sont peut-être à la plage, parce que le dimanche, tout le monde est à la plage. Il y en a qui sont en train de faire la grasse matinée. Il y en a qui sont en train de manger leur foufou ou leur fêterie, ainsi de suite. Donc, or, celui qui fait la démarche de quitter sa maison pour aller à un meeting, écouter le discours d'un parti, c'est déjà quelque chose. Tandis que vous êtes chez vous, à la maison, en train de boire un bon vin ou un bon whisky, vous ne vivez pas directement l'information comme vous le vivrez, vous la vivrez si vous avez fait la démarche d'aller vers la personne pour l'écouter. Mais quand vous vous adressez aux militants à travers la radio, au-delà de vos militants, vous profitez pour vous adresser également à d'autres Togolais. Est-ce que c'est pas aussi confortable? Est-ce que c'est pas aussi intéressant? C'est aussi bien, mais la démarche est totalement différente. La démarche est totalement différente. Mais c'est le terrain qui vous manque, en fait. Le terrain, c'est la base même de la mobilisation, c'est le terrain. Vous ne pouvez pas faire de la politique si vous vous cantonnez à des émissions de radio ou quelques passages à la une des journaux. Non, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est d'aller à la rencontre, au contact de nos populations, de nos citoyens, aller voir comment ils vivent au jour le jour, prendre connaissance de leur situation dans leur village, dans leur hameau. C'est ça le travail d'un homme politique. Allô? Allô, monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur Koudo, depuis Togo. Ah, bienvenue. Oui, allez-y. Merci, je salue le président de la ANC qui est arrivé nous expliquer de ce qui se passe. Ça, c'est pas... Allô, Koudio? Oui, monsieur Pierrot. Oui, c'est pas le président de l'ANC, c'est le porte-parole de l'ANC. Il s'appelle Éric Dupuis. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais lui demander de son explication au micro là. Le son, pardon, on n'entend pas bien ou bien là où que je suis là, ça ne vient pas bien chez moi. Je ne le saisis pas bien. Quand à vous, monsieur Pierrot, vous parlez, votre voix, ça vient bien. Mais en fait, ce que vous demandez, c'est que notre invité puisse parler un peu plus fort. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Oh, je suis désolé, monsieur Koudjo. Je vais mettre la faute sur le technicien qui règle le problème là-bas. Moi, je suis un néophyte. Hein. J'ai le micro devant moi, j'essaye de parler. Mais j'ai une voix un peu grave, une voix qui ne porte pas très, très, très fort. Sinon, je serai obligé de crier et je risque d'incommoder monsieur Athiogbe. D'accord. Ok, c'est... Ok, Merci. merci beaucoup de nous rappeler, Koudio. Si c'est juste pour ça, et j'espère que le message est passé et que notre invité va faire l'effort de parler un peu plus fort. Il y a un auditeur qui... En fait, c'est pas une question. En réalité, il dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est Patrick Lawson qui est au micro? En réalité, oui, c'est une question. Oui, ce n'est pas Patrick Lawson qui est là. Non, ce n'est pas Patrick Lawson. Monsieur Patrick Lawson est le premier vice-président de l'ANC. Je suis Éric Dupuis, le responsable de la communication, porte-parole du parti et conseiller spécial du président national. Mais justement, Patrick Lawson, qu'est-ce qu'il devient? On n'entend plus parler de lui là. En fait, on ne l'entend même plus. Oh ben, Patrick Lawson, disons qu'il est souffrant. Hein. Je saisis l'occasion pour lui faire un petit coucou. Hein. Dieu merci, il va très bien actuellement. Quand on évoque l'ANC aussi, et nous sommes en train de faire un bilan après 12 ans, on ne peut pas s'empêcher de dire quelques mots de votre leader, Jean-Pierre Fabre. Je continue de constater toujours qu'après 6 ans ici à Pyramide, nous n'avons jamais eu la chance de l'avoir, notamment au D12.
je fais une nouvelle invitation à travers votre personne. J'espère que nous l'aurons finalement un de ces dimanches ici. La question a été posée tout à l'heure par votre technicien et je lui ai dit qu'il me semble qu'il était déjà venu. Donc vous me confirmez qu'il n'est pas encore venu. Je vais lui en parler dès demain au Bureau national pour voir ensemble s'il peut venir passer 1h30 avec vous. J'en suis persuadé, ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir que nous le recevrons ici à Pyramide FM. Vous savez très bien que notre rôle, c'est de donner la possibilité à chaque leader politique de s'exprimer. Et c'est ça qui fait la démocratie, en fait. C'est ce que nous pensons, ça qui fait la démocratie. Il y a un problème chez nous à l'ANC, c'est que nous avons une commission communication. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du parti. Donc, bon, il y a Patrick Lawson, il y a Isabelle Améganvi, il y a moi-même, il y a Francis Pedro, il y a M. Attanti, il y a Kevin, il y a Manti, il y a Alphonse Bogo. Donc, il y a beaucoup de personnes, de personnalités autorisées à parler au nom du parti. Alors, ce qui fait que le président national ne se sent plus très obligé d'aller sur les radios pour parler au nom du parti. Mais si vous l'invitez, il viendra. D'ailleurs, il a été invité à plusieurs reprises par Nana FM, par Radio Victoire, et il a toujours accepté d'aller. Allô? Allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ariba. Bonjour, monsieur Ariba. Oui. J'ai posé une question tout le temps à notre invité. Ah. Il m'a donné une réponse. Il a dit, franchement, dans ce pays, nous sommes fatigués de tous les politiciens, de A jusqu'à Z. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de manger 3 fois par jour. C'est d'avoir au moins 2 SMIC un peu élevé par rapport à d'autres pays. C'est de vivre heureux. Par exemple, quand on voit un Togolais dans un autre pays, qu'on sent vraiment que c'est un Togolais. Qu'on ait la fierté. C'est-à-dire quand tu vois un Togolais, tu sens même pas qu'il a la fierté en lui. C'est ce que nous voulons. Par exemple, quand tu sors, tu vois d'autres, c'est-à-dire citoyens dans d'autres pays, exemple comme des Ivoiriens et quand tu les vois, tu sens même pas que lui là, il est content, il est fier, c'est-à-dire à lui-même quoi. Et il m'a donné une réponse qui ne m'a pas convaincu. Il dit que quand ils ne sont pas aux affaires des SMIC, il ne peut pas gérer. Pourtant, dans d'autres pays, nous voyons, c'est les politiciens qui poussent les gens qui sont au pouvoir à améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire de vie des citoyens. Vrai ou faux, monsieur Pierrot? Ariba, c'est noté votre préoccupation. Si vous voulez continuer le développement, allez-y, sinon cette partie, c'est noté. Oui, donc, dans d'autres pays, nous voyons, il y a quelque chose que les politiciens doivent savoir, quoi. Nous ne sommes pas en 1920 ou bien en 1930 pour pouvoir nous traîner par terre. Aujourd'hui, tout le monde a le monde dans sa main. Tout ce qui se passe dans d'autres pays, nous voyons. Personne ne peut aujourd'hui nous montrer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous voyons un peu partout ce qui se passe. Arrête. Cher ami Ariba, cher ami, oui. Qu'est-ce que vous proposez par exemple aux politiciens? Qu'est-ce que vous leur proposez? Les politiciens qui poussent les gens qui sont aux affaires à améliorer les conditions de vie des Togolais. Qui les pousse? C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde entier. Ok. C'est noté. Merci, merci quand même d'être passé par Pyramide FM pour exprimer votre sentiment vis-à-vis des acteurs politiques. Il dit qu'il est fatigué des acteurs politiques. Monsieur Ariba, vous êtes fatigué des hommes politiques, mais qui sont les hommes politiques? Ce sont des citoyens comme vous. Je vais peut-être vous surprendre, je partage parfaitement ce que vous demandez aux hommes politiques. Je le partage. Je suis d'accord avec vous. Et je me bats pour que
les Togolais soient fiers d'être Togolais, que les Togolais aient à manger tous les jours, que les Togolais puissent envoyer leurs enfants à l'école. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission. Si vous avez suivi le début de ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Et je ne comprends pas qu'une minorité accapare les richesses de ce pays, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Je l'ai dit. Et je me bats. Quand M. Atsiobwe m'a demandé ce que j'entendais par l'alternance politique, j'ai dit à peu près la même chose que vous. Pourtant, je suis un homme politique. Quand vous voulez comparer ce qui se passe au Togo avec ce qui se passe dans les pays étrangers, il faut savoir comparer ce qui est comparable. Vous comparez ce qui se passe dans ce pays avec ce qui se passe dans d'autres pays démocratiques où il y a de l'alternance politique. C'est les mêmes personnes qui régentent ce pays depuis plus de 60 ans, qui ne veulent pas que vous mangiez à votre faim, qui ne veulent pas que vous envoyiez vos enfants à l'école, qui ne veulent pas que vous soyez fiers d'être Togolais. Je suis Togolais. Moi, je me bats pour que demain, vous aussi, vous ayez de l'ambition pour ce pays. Que vous aussi, si vous avez envie d'être chef d'entreprise, que vous soyez chef d'entreprise. Si vous voulez être député, que vous puissiez l'être. Si vous voulez être, que vous ayez toutes les possibilités d'avoir de l'ambition pour ce pays, de l'ambition pour vous et votre famille. C'est noté, c'est noté. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous, hommes politiques de l'ANC, nous nous battons. C'est noté. Il n'y a pas de différence entre vous, citoyens, et nous, responsables politiques. On retourne au téléphone, allô? 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 Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Papa Sodiné. Tout d'abord, je salue l'invité. Pierrot. Oui. La question que moi j'aimerais poser aux invités, tout d'abord, c'est pas que je l'ai été motivé. Oui, je sais. La question que moi j'aimerais poser aux invités, est-ce qu'ils nous ont laissé à la merci du parti au pouvoir, puisqu'il a eu la vie chère qui se vit dans le pays, et vraiment, le parti, vous, ANC, qu'est-ce que vous dites de la vie chère qui se vit dans le pays? Merci. Bien, merci. Mais avant de répondre à cette question, vous avez dit tantôt quelque chose dans votre développement, évoquant l'école. Vous avez dit, vous vous battez pour qu'on n'empêche pas les Togolais d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'école, d'une certaine manière, pour un certain nombre de Togolais, est relativement gratuite. Une école digne de ça. Une école qui permette à l'enfant, au jeune homme, au jeune Togolais, à la jeune fille togolaise, de continuer jusqu'à avoir un métier. Or, nous savons le taux d'échec au Togo, nous le connaissons. Nous connaissons les difficultés que les enfants, les jeunes ont à aller à l'université et à trouver un travail décent dans ce pays. Nous le savons. Donc, pourquoi ne pas le dire? Est-ce qu'on est satisfait de comment la scolarité est faite au Togo? Non. Si la scolarité était bonne, satisfaisante, pourquoi ceux qui ont les moyens, certains dirigeants, envoient leurs enfants dans les écoles privées ou à l'étranger? Pourquoi? Si les écoles étaient aussi bonnes, pourquoi, dès que leurs enfants ont passé le bac, ils sont aux États-Unis, au Canada, en France ou autre? Pourquoi? Mais ça aussi, ce n'est pas que Togolais, puisque un certain nombre d'Africains se retrouvent notamment dans les universités les plus prisées du monde, aux États-Unis ou en France. Qui sont ceux qui les envoient? Soit les parents ont les moyens pour les envoyer, on ne peut que s'en féliciter. Mais quand vous êtes dans un pays où la grande majorité de la population n'a pas les moyens pour le faire, et qu'il n'y a qu'une seule minorité qui a le droit de le faire, demain, vous aurez des leaders qui seront issus de cette minorité-là. Donc, le système sera perpétué. La question de Sodiné, Papa Sodiné. Oui. Il dit qu'il a l'impression comme si vous avez démissionné. En réalité, un peu, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit ça tout à fait. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit que vous les avez laissés à la merci du parti au pouvoir. On n'a pas laissé à la merci du pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons de la vie chère? Le nombre de fois où je suis intervenu sur les radios à condamner le système qui fait qu'aujourd'hui les gens ont des difficultés à vivre,
J'ai donné sur des radios le prix du maïs, le prix du sac de farine, de l'huile. J'ai expliqué ce qui se passe sur le marché de la typologie de l'abattoir, parce que moi-même, je vais faire mes courses. Je sais combien coûte la des mains, je sais combien coûte le poisson. Donc, je m'intéresse à la vie des Togolais. Et chaque fois que je peux le dénoncer, je le dénonce. Mais l'ANC n'a pas abandonné les populations togolaises. Mais malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir. Et nous ne pouvons pas changer les choses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer les inégalités, c'est de dénoncer ce qui se passe au Togo. Reprenez nos déclarations, reprenez les prises de position de M. Jean-Pierre Fabre, reprenez nos interventions, vous verrez que nous sommes toujours présents. Bien, merci. Nous dénonçons régulièrement les injustices que vous subissez, monsieur. C'est noté. La question de Sergio de Diaplé, une question sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que l'ANC participera aux élections régionales prochaines? J'y ai répondu tout à l'heure. Je dis que l'ANC est un parti politique qui s'organise et qui se prépare pour toutes les prochaines échéances. Parallèlement, nous nous battons pour qu'il y ait un minimum de transparence dans ces élections-là. Nous avons écrit au ministère de l'administration territoriale pour demander des opérations foraines, pour des audiences foraines pour pouvoir délivrer aux Togolais des pièces d'identité. Mais on n'a toujours pas de réponse. Parce qu'on se dit, chaque fois qu'il y a des élections au Togo, les gens vont voter, plus de 70% des Togolais votent sur témoignage. Si vous donnez à 70% des électeurs la possibilité d'exercer leurs droits de citoyen, c'est parce que vous considérez qu'ils sont des citoyens togolais. Le droit fondamental que la Constitution donne aux populations togolaises, c'est leur droit de vote. Vous accordez le droit de vote à plus de 72% des Togolais sur simple témoignage et vous ne faites rien pour leur donner les éléments qui justifient ce droit-là, c'est-à-dire le certificat de nationalité et une carte d'identité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans la mesure où vous considérez que ces gens-là sont togolais, donnez-leur leur papier. Et pour le faire, en Côte d'Ivoire, ça a été fait, au Nigeria, ça a été fait, un peu partout, ça a été fait. Au Bénin, ici, ça a été fait. Des audiences foraines, en peu de temps. Une majorité de Togolaises et de Togolais auront leur acte de naissance. Un peu comme ce qui se fait depuis quelque temps concernant les cataractes. Nous en parlerons dans un instant, puisqu'il y a une opération, puisque vous parlez d'opération d'une opération foraine. Non, je parle d'audience foraine, c'est pas pareil. Oui, je sais. Autour des cataractes, on fait la même chose. Donc, on peut faire cette comparaison-là. Donc, il faut mettre ça à la disposition. Vous savez, laissez-moi terminer ça 2 secondes, s'il vous plaît. Hein? Vous savez, il y a des étudiants. Aujourd'hui, vous allez passer un examen. On va vous demander votre carte d'identité. Une copie de votre extrait de date de naissance. Original. L'original de votre certificat de nationalité. Mais il suffit d'avoir une seule carte d'identité. Quand vous avez une carte d'identité fiable, infalsifiable, vous présentez votre carte d'identité, on sait que vous avez votre état civil dessus. On sait que vous avez, ça justifie de votre nationalité. On n'a plus besoin de vous demander les autres pièces d'identité. Et avec votre carte d'identité, vous aurez votre carte d'électeur. C'est tellement plus simple. Vous gardez votre réponse pour la suite, parce qu'il y a un auditeur qui patiente là. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Kélé. Ah. Oui, allez-y, allez-y. Oui, bon, d'abord, je souhaite un bon anniversaire pour l'année. Merci. Ok, donc, pour les gens foraines que vous dites là, je pense que c'est une bonne chose. Mais, est-ce que je sache, nous avons peut-être l'énergie pour rien, parce que les régimes, est-ce que ne peuvent pas nous accorder ça? Après,
ce chemin, ça ne va pas nous rendre heureux. Alors, ce qui est lié après aussi aujourd'hui, parce qu'il va dépenser de l'argent, il va dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il sait qu'il va aller aux élections, mais il n'y a pas d'argent. Et là, ce qui est lié après, c'est que la CENI qui organise les élections, il faut qu'on s'occupe de ça. Il faut que ça nous préoccupe. La bonne organisation des élections, le fichier électoral, et le doublon, tout ce qui se passe et que les élections sont toujours frauduleuses. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut une unité d'action pour faire ce combat-là. Je pense que si nous allons rester pour parler de ce qui le régime ne peut pas faire, alors qu'il y a d'autres affaires que si on fait pression, il va le faire et il serait traitable comme ceci de ça. Ok, c'est noté. Merci d'être passé. Pelé, est-ce que vous avez fini le développement précédent? Vous avez perdu. Je pense que oui. Quand on évoque les audiences foraines, vous parlez de l'établissement des pièces d'identité. Ce qui se fait depuis quelques jours, depuis quelques semaines autour... Non, on va répondre à M. Pelé. Oui, je sais, on va répondre dans un instant à M. Pelé. Et je faisais la comparaison avec l'opération dite zéro cataracte. Et puisque cette opération permet quand même à un certain nombre de Togolais de se faire traiter des maladies qui touchent les yeux. Sur cette opération-là, et puisqu'en attendant éventuellement que les audiences foraines pour avoir les pièces d'identité ne soient une réalité, quelle est votre réaction sur cette opération qui a couru, qui a mobilisé beaucoup de Togolais de Lomé cette semaine, le zéro cataracte? Vous savez, le cataracte, c'est l'opacité du cristallin. Hein? Quand le cristallin devient opaque, si vous ne soignez pas, petit à petit, vous êtes frappé de cécité. Vous pouvez même devenir aveugle. Ce n'est pas une maladie extraordinaire. C'est une maladie qui frappe tout le monde. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement du vieillissement de l'œil. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. J'ai été opéré des 2 yeux de la cataracte. Ici ou ailleurs? En Europe. En Europe. Bien sûr. J'ai été opéré. Aujourd'hui, c'est une opération bénigne, ambulatoire. Vous allez, on vous fait ça très rapidement et puis vous rentrez chez vous tranquillement. Et au bout de 48 heures, 72 heures, vous retrouvez votre vue. Il faut faire attention au soleil pendant quelques temps, des colliers à mettre, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est une petite opération. C'est une petite opération. Mais elle accourt au Togo. Quelle est votre appréciation? Vous l'appréciez? Vous êtes content que finalement que les autorités aient décidé de ça? Est-ce que c'est les autorités togolaises qui le font ou ce sont des ONG qui soutiennent cette opération, les ophtalmos, ainsi de suite, qui viennent en aide? Non, c'est les autorités togolaises. Je ne sais pas comment c'est financé, donc je ne veux pas me hasarder. Mais en fait, pour ce qui concerne le financement, on a parlé du chef de l'État. Maintenant, ce que je dis, si ça va dans le sens du bien-être des populations, je ne peux que m'en féliciter. Surtout pour les personnes d'un certain âge, parce que ce sont les personnes d'un certain âge qui sont souvent frappées de cela. Et quand vous voyez des gens bien, des retraités ou des gens même en activité qui aujourd'hui sont en train de perdre la vue, ça fait mal au cœur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va marcher aujourd'hui. Madame, ici, vous êtes à l'antenne là pour l'instant et ça marche. Bonjour, madame, ici. Bonjour. Moi, je souhaite mon ami à l'ANC qui a déjà 12 ans dans sa lutte pour l'alternance, pour la démocratie au Togo. Et je ne comprends pas pourquoi ça doit être ainsi. On doit lutter, surtout votre parti, IFP, ANC, on doit lutter pour qu'on atteigne, pour qu'on soit bien. Je ne comprends pas. Alors qu'on a une constitution, quoi. On a une constitution, il n'y a pas besoin de lutter pour que votre parti puisse traiter de flux et conséquences, c'est-à-dire professionnels, des blessés, des tués, tout ça là. Et je ne comprends pas. Et comme en France, la France a une constitution qu'on a reportée chez nous. Et ils n'ont pas tant de problèmes. Ça va comme sur des roulettes.
Ça fait 2-4 ans. Après ça, sans problème, sans matière, sans crédit. Hein? Je ne comprends pas. Et puis, en 2020, j'ai remarqué que vous êtes le seul parti à la fois j'avais collaboré avec le régime, mais vous avez été lynché, tout le reste, calomnie, tout le monde, on fait décharger sur vous, alors qu'on attend 20 partis politiques aujourd'hui. C'est pour vous dire que Niaoui moi, je ne vais pas abandonner Niaoui moi. Après. Bien, merci d'être passé pour le soutien à Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC. Il y a cette question-là, notamment sur les réseaux sociaux, une question de François. Il dit, si l'ANC est née avec les dents dans la bouche, le dit-on à l'UFC, n'est-ce pas que l'UFC a servi de fondation pour eux? Si monsieur François connaît bien l'histoire politique de ce pays, il saura que ce sont les mêmes personnes qui avaient créé et soutenu l'UFC. Sans des personnalités comme Patrick Lawson, on en a parlé tout à l'heure, comme Jean-Pierre Fabre, comme Isabelle Améganvi, comme Maître Georges Lawson, Madame Haden et autres, l'UFC n'existerait pas. C'est ça. Et ce sont les mêmes qui sont les membres fondateurs de l'ANC. Donc, la question de monsieur François montre qu'il ne connaît pas bien l'histoire de l'UFC. Voilà. Entre vous, les deux partis là, l'UFC et l'ANC, beaucoup pensent et beaucoup disent que c'est des cousins. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'inimitié? Est-ce que c'est des adversaires qui se regardent en chaîne de faïence? Vous savez, l'ANC a été créée par 90% des membres du bureau national de l'UFC. 90%. J'y étais, moi-même. Puisque j'étais le responsable de la communication de l'UFC. Donc, rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, 90%. C'est juste une minorité qui a décidé de suivre le président de l'UFC, M. Guy Olympio. Et vous entretenez encore de bonnes relations avec ceux qui sont restés? Ou il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés? D'abord, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés venant de ce que l'UFC était, puisqu'il y en a qui sont décédés. Il y en a qui sont décédés. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont rejoint la barque de l'UFC et qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, on n'a pas de relation outre mesure. Et puis, l'UFC ne s'affiche pas comme un parti de l'opposition, mais s'affiche comme une aile marchande du régime. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Donc c'est votre impression. Non, mais c'est difficile. Mais ils sont le chef de file de l'opposition. De quelle opposition? Mais de l'opposition togolaise. Non, de l'opposition. Donc faites partie. Non, monsieur, de l'opposition parlementaire. Si vous connaissez bien la loi sur l'opposition, la loi portant statut de l'opposition, la loi est claire. On définit l'opposition, d'après cette loi-là, comme l'opposition parlementaire. Donc c'est l'opposition parlementaire. Et quand je considère que cette opposition parlementaire n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, c'est un parti unique. Non, vous ne pouvez pas le dire de cette façon-là. Mais si, non. Il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous suivez les débats qui sont menés à l'Assemblée nationale? Puisque... Vous avez vu un seul parti de l'opposition, soi-disant parlementaire, s'insurger contre un projet de loi. Moi, je n'ai pas lu une seule fois. Toutes les lois qui ont été envoyées sont votées sans enlever une virgule. Parfois même. C'est l'impression que vous avez? Parfois même. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Parfois même. Ils vont au-delà des propositions de loi. Non, mais en fait, puisque ce qu'on nous dit, ce qui est rapporté, d'abord, par exemple, au niveau des commissions. Soyons sérieux. Est-ce que vous savez... Soyons sérieux. Pour nous, l'Assemblée nationale, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas
une Assemblée nationale On a l'impression- capable de jouer pleinement son rôle d'Assemblée On a nationale. l'impression que vous avez des a priori par rapport à cette Assemblée et que vous ne suivez même pas les débats et qui sont menés notamment au niveau de cette Assemblée nationale. Moi, je suis, vous savez, en tant que responsable politique, toutes les décisions, tous les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, je les reçois, je les lis. Il y a cette réaction de Gervais-Goss. Il dit, est-ce que l'opposition togolaise ou les opposants du Togo ont appris ou essaient d'apprendre auprès des opposants des autres pays? Moi, je ne sais pas. Vous savez, j'avais rencontré des Congolais il y a quelques années qui étaient en admiration devant les opposants togolais. J'étais à Cotonou il y a 1 an ou 1 an et demi environ. J'ai rencontré un journaliste proche du président Talon. Je l'ai rencontré à un dîner et qui m'a dit beaucoup de bien de l'opposition togolaise. J'ai des relations avec des hommes politiques d'un peu partout. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une invitation à Accra par un ancien ministre. Donc, on a des relations avec d'autres partis de l'opposition dans d'autres pays africains. Nous n'avons pas besoin d'en faire état sur les radios ou dans nos écrits. Il y a des gens avec qui... Quand vous écoutez, ou quand vous suivez la question, parfois pour certains, c'est parce que l'opposition togolaise, soit elle est trop braquée, ou soit pour certains, elle est immature, et que cela dénote au final sur les résultats du terrain. C'est ce que certains pensent. Ah ben c'est parce que ces personnes feignent d'oublier que le régime togolais est un régime militaire, militaro-civil, et que tout à l'heure, c'est Madame Essi qui disait que dans d'autres pays, on ne tue pas des gens, on ne blesse pas des gens, on ne lance pas des gaz lacrymogènes. Elle a parlé de la France. Non, mais elle a parlé de la France. Tandis qu'au Togo, il suffit que vous parlez de l'alternance, il suffit que vous dites, bon, mais ça suffit pour qu'on vous tue, pour qu'on vous menace, pour qu'on vous gaze. Non, mais en fait, vous avez dit plein de choses. Il y a une violence, mais... Arrêtons un peu sur ce que vous venez de dire là. Vous avez dit beaucoup de choses dans ce studio, mais cela ne suppose pas, cela ne va pas vous condamner tout à l'heure quand vous allez sortir de ce studio. Personne ne vous touchera. Vous n'en savez rien. Non, mais en fait, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous n'en savez ce n'est pas rien. la première fois que vous venez. Vous êtes déjà allé sur d'autres radios pour dire que ça ne va pas au Togo. Et au final, rien ne vous est arrivé. Mais malheureusement, vous avez entendu tout à l'heure, on a entendu un monsieur nous dire, bon, ben, on souffre et vous ne dites rien. C'est son impression. Ah ben, voilà. À quoi servent nos interventions sur les radios? À quoi servent vos émissions si on ne nous écoute pas? Il nous reste encore 6 minutes. Je vais vous poser quelques questions et avoir des réponses assez brèves. On n'a pas répondu à M. Pelé. Pelé, qu'est-ce qu'il a demandé? Pelé dit que... Il dit qu'il est d'accord avec les audiences foraines, mais qu'on devrait s'attaquer davantage à la CENI, à savoir ce que fait la CENI pour qu'il y ait la transparence des élections. Le fichier électoral notamment. Et je voudrais tout simplement lui dire, parce que c'est important, je voudrais lui dire que en demandant des audiences foraines, c'est pour que les Togolais aient leur pièce d'identité pour pouvoir aller voter, pour qu'on sache qui va voter. Ça aussi, quand on a un fichier électoral, avec un recensement biométrique correct, et que 70% des électeurs ne sont pas électeurs par simple témoignage, ça permet déjà de s'assurer qu'il y a un minimum de transparence. Mais quand on laisse au régime en place de faire voter par témoignage des enfants de 12 ans
ou des étrangers, là, le fichier électoral ne peut pas être fiable. Je voulais juste rajouter cela. Bien, merci. Merci. Vous avez appris sans doute la mise en route d'une nouvelle coalition, l'IDAO, qui signifie espoir. Et quelle est votre réaction après avoir appris cette nouvelle? Non, une nouvelle coalition, non, c'est une coalition de la société civile. Oui. Bon, donc, mais qui interviendra sans doute sur des questions politiques. Mais quel est le rôle, d'après vous, si vous me posez ça comme ça, quel est le rôle de la société civile? C'est ça le problème. Hein? C'est quoi le rôle de la société civile? La société civile, normalement, doit contribuer à la démocratie. Ce n'est pas un parti politique. Personne ne dit le contraire. Donc, on ne peut que se féliciter qu'il y ait une coalition de la société civile pour aider à ce que le débat politique soit mené dans le respect des uns et des autres. Bien. Et l'un des rôles, on parle tout à l'heure de la transparence des élections, on parle des audiences foraines, ça peut être un champ d'intervention de la société civile. On ne peut que s'en féliciter. Dans toute démocratie, la société civile a un rôle. Mais il y a un risque, c'est qu'il y a une confusion pour certaines personnes de la société civile de se prendre pour des donneurs de leçons pour l'opposition ou alors d'avoir des visées politiques. Quand on a des visées politiques, moi je disais tout à l'heure qu'il faut que chacun ait de l'ambition pour ce pays-là. Si vous avez de l'ambition pour ce pays et que vous voulez jouer un rôle politique, faites-le à visage découvert, allez créer un parti, soutenez un parti politique et vous serez député. C'est noté, il y a cet appel. Mais ne vous mettez pas dans... On a compris. Il y a cet appel à la réflexion, cet appel qui est lancé par le leader du Parti des travailleurs, Claude Abeganvi. Il appelle à la réflexion à l'orée de la célébration, de la commémoration des 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Oui, Sylvanus Olympio a été assassiné en 63. Ça va faire 60 ans l'année prochaine, 13 janvier l'année prochaine. Mais la réflexion continue. La réflexion continue. Malheureusement, elle a tendance à aller dans tous les sens. Qui a assassiné Sylvanus Olympio? Dans quelles circonstances? Il y a eu des écrits dessus. Il y a eu un homme qui s'est autoproclamé l'assassin, qui a dit « il n'a pas voulu marcher, je l'ai assassiné » devant les radios, devant les journaux. Et aujourd'hui, d'autres personnes disent « non, c'est pas lui, c'est la France », ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, la famille, certaines personnalités de la famille Olympio ont demandé l'ouverture des archives américaines pour avoir la vérité de cet assassinat. Et j'avais répondu en disant que j'étais surpris que ce soit une démarche de la famille, étant donné que le président Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, père de la nation togolaise, appartient à tout le Togo. Donc vous adhérez à cette réflexion? C'est très important, c'est une réflexion très importante, parce que c'est notre histoire, c'est la source de l'indépendance de notre pays. Il appartient à tout le peuple togolais de réfléchir là-dessus et de repartir d'un nouveau pas dans la lignée des pères fondateurs de l'indépendance de ce pays. La dernière question, c'est sur aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. On se rend compte que autant beaucoup de terriens n'ont pas assez à manger, mais il y a certains qui ont assez à manger et qui gaspillent. Certains pensent qu'il faut beaucoup plus de solidarité. Qu'en pensez-vous? La solidarité, tout à l'heure je vous en avais parlé, nous on est très à cheval là-dessus. Mais quand vous me parlez des journées mondiales au Togo, nous aimons beaucoup les journées mondiales. Journée mondiale de la femme, mais on voit cependant comment les femmes sont traitées dans ce pays. Journée mondiale de la jeune fille, on voit comment les jeunes filles sont traitées dans ce pays, enceintées dans les écoles, dans les lycées, ainsi de suite. On parle de la jeunesse, de la journée mondiale de la démocratie. C'est pas qu'au Togo qu'on célèbre cette journée. On parle de la journée mondiale de la démocratie.
la démocratie. Et il nous reste quelques... Il n'y a pas. Journée mondiale de l'arbre, on plante. Et il nous reste quelques secondes. Je serai obligé de couper l'émission. Et puis, dès le lendemain, on ne se soucie pas s'il y a les chèvres qui viennent les manger ou pas. Ça ne sert à rien, les journées mondiales. Travaillons pour le développement du pays. Travaillons pour que les Togolais aient à manger. Travaillons pour que les Togolais puissent manger décemment dans ce pays. Merci, voilà. Merci d'être... On n'a pas besoin de journée mondiale pour ça. Merci d'être venu, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ANC, l'Alliance nationale de changement, qui a 12 ans. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Wathiobé. Au revoir. Merci, monsieur.